Oui, aujourd'hui on a décidé de commencer avec 2 minutes d'avance, il est 16h58. Bonjour à tous, bienvenue dans Lancez-vous, votre émission quotidienne sur l'actualité du Racing Club de Lens. Et aujourd'hui on a le droit à un petit invité. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette émission. Cette émission c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la vôtre aussi. Et nous avons aujourd'hui un invité qui va décortiquer avec nous l'actualité du Racing Club de Lens. Et c'est un invité de prestige. Il s'agit de Laurent Mazur. Bonjour Laurent. Tous. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Un Est-ce bel que, après-midi ensoleillé dans le nord de la France. est-ce que tu peux un peu te présenter, s'il te plaît? Vous ne me connaissez pas trop, surtout si vous êtes supporter de Lens. Voilà, auteur de Lens Data Story, on commence par le plus récent, livre sur toute l'histoire du Racing Club de Lens en statistiques de 1934 à aujourd'hui, histoire professionnelle du Racing Club de Lens, je précise. Par ailleurs correspondant pour l'agence France Presse sur le Racing Club de Lens, dirigeant du média malique2.fr qui traite de l'actualité de la Ligue 2 française, dans laquelle était pendant très longtemps le RC Je Lens, et m'en souviens puis plus. petit ancien, et Non. ancien journaliste, notamment Lançon.com. Très bon site. Exactement, très bon site. La Voix du Nord, l'avenir de l'Artois aussi, Croix du Nord, enfin bref, j'ai un peu navigué dans les Hauts-de-France. On en reparlera un peu plus tard de ton excellent bouquin, vraiment un must-have pour tout supporter du Racing Club de Lens. Merci. Et donc, on va commencer cette émission avec l'actualité du Racing Club de Lens. Et l'actualité du Racing Club de Lens, c'est le prochain match face à Metz qui aura lieu dimanche à 15h au stade Saint-Symphorien. Et nous allons commencer tout de suite avec les arbitres. Les arbitres de la rencontre ont été officialisés par la Ligue aujourd'hui. Et donc, il faut un peu descendre pour voir qui est l'arbitre de cette rencontre. Il s'agira d'Amaury Delru. Amaury Delru qui sera assisté par Alexandre Viala et Julien Aube. Le quatrième arbitre sera Eddy Rosier. Et les assistants vidéo à la VAR seront Johan Roinsard et Wilfried Bien. On va parler un peu d'Amaury Delru qui a arbitré 14 rencontres cette saison en Ligue 1. C'est un spécialiste des cartons jaunes, 78 cartons jaunes et 3 expulsions en Ligue 1. Il a fait également 3 matchs en Coupe de France. Cette saison, il a arbitré 2 fois le Racing Club de Lens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Laurent, sur Euh, Amaury Delru avec le Racing Club de Lens? donc deux matchs nuls cette saison, deux buts partout, contre Saint-Etienne et Clermont. Sinon, on a arbitré 16 fois le RC Lens. C'est un des arbitres qui a arbitré le plus de fois, en tout cas, qui évolue encore aujourd'hui. Le RC Lens de 2011, un match à Amiens au stade de la Licorne. On s'en souvient encore, hein, Ouais. peut-être. En tout cas, je m'en souviens très bien. Victoire 2-1 de Lens à Amiens. Il a distribué sur ces 16 matchs la bagatelle de 27 cartons jaunes aux Lensois et un seul rouge. C'était en 2014 du côté de Lorient. Et c'était pour un certain Loïc Landre. Ah. Voilà, Lens évoluait en Ligue 1, exactement. Et d'ailleurs, cette saison, il a déjà distribué un carton rouge lors d'un match du Racing Club de Lens. C'était contre le Clermontois Sabali, lors de la 16e journée, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Donc voilà, on connaît un peu plus de nouvelles sur les arbitres de la rencontre. On va continuer à parler du match face aux Messins qui se déroulera sans les principaux groupes de supporters du Racing Club de Lens qui ont décidé de boycotter l'espace visiteur. Alors on sait que généralement le match à Metz est toujours fourni en actualité concernant les supporters parce qu'on a eu l'habitude, n'est-ce pas Laurent, d'avoir de nombreuses Ouais. interdictions de supporters de déplacement et cette fois-ci c'est à l'inverse, c'est le boycott des principaux groupes de supporters, comme vous pouvez le voir, il y a les Red Tigers, les North Devils, KSO, les Captain Siko et les Galley Boys. Et ben voilà, encore une fois, sans espace visiteur, qu'est-ce que tu en penses, Laurent, de tout cela? Alors, à présent, l'espace visiteur de Metz, on sait qu'il y a pas mal de supporters du RC Lens partout en France et notamment en Lorraine. Je parle en connaissance de cause, ayant vécu un long moment pardon, du côté de Metz ou des Vosges. Il y aura quand même un petit peu de monde, je pense. C'est sûr que les principales sections et les sections de supporters en soi ne seront pas là. C'est une décision qu'il faut respecter, qui est compréhensible forcément à partir du moment où on limite à 350 personnes la place dans un partage. Ça peut suffire pour énormément de clubs.
mais pas pour Lens. On sait à chaque fois que Lens se déplace, c'est 800, 1000 personnes, voire même plus. Donc, surtout pour un déplacement à Metz, où c'est pas très très loin. Voilà, on peut que regretter ça, mais bon, ils seront plus nombreux, tout aussi nombreux, bruyants derrière leur télévision et la semaine d'après contre Clermont. Alors, faut se dire aussi que l'espace visiteur ne sera pas forcément vide, parce que là, ça concerne seulement les groupes de supporters. Il y a toujours les Oui, oui. indépendants de leur côté qui décideront s'ils font le déplacement ou pas. Donc, ils risquent quand même d'avoir une petite présence lensoise du côté de Saint-Symphorien dimanche tout de même. Exactement. Voilà, on continue toujours sur ce match et c'est Benoît Tavenot. Benoît Tavenot, vous savez, il est monté en première ligne depuis la suspension du coach messin Frédéric Antonetti suite aux incidents qu'il y avait eu face au match face au LOSC il y a quelques semaines désormais. Et donc Benoît Tavenot est revenu d'ailleurs sur le match face au Lensois. On sait que Metz reste sur une défaite 1-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. C'était un duel du bas de classement entre les deux équipes. Et voici ce qu'il en dit. Maintenant, la question, c'est de ne pas savoir comment on rebondit. Il faut rebondir, c'est tout. On n'a pas pour l'habitude de fuir. On a toujours fait face et on va faire face avec les gens qui veulent faire face. Beaucoup de faire face. On va tout faire pour gagner contre Lens et pour sauver le club. On rappelle que Metz, avant cette rencontre face au Lensois, est actuellement 19e de Ligue 1, est actuellement relégable. Et on sait, n'est-ce pas Laurent, que Lens est le spécialiste pour relancer les clubs en difficulté, notamment cette saison. On l'a vu contre Brest lors du dernier match. Ouais, c'est un peu moins le cas quand même cette saison. Il y a eu Brest, certes, mais je pense plutôt que c'est, je vais pas dire des accidents de parcours, c'est le hasard. Voilà, Lens n'a pas lancé Bordeaux, n'a pas relancé d'autres clubs aussi, attention. Hein. Et puis le déplacement à Metz est apprécié de la part du RC Lens dans son histoire. Voilà, c'est un des déplacements où il gagne le plus souvent. Donc, bon, j'espère que ce week-end viendra confirmer ses statistiques. Et aussi, on peut dire, est-ce qu'on peut s'attendre à un match comme face au FC Lorient? Ça ressemble un peu au même traquenard que face au FC Lorient dans la position des deux équipes. Euh, Ouais, mais c'est peut-être encore un peu moins en forme. Metz, je vais pas dire joue moins, mais a moins peut-être de certitude que Lorient peut en avoir, quoique. Néanmoins, Metz va d'abord jouer le nul. Je pense que c'est sûr et certain. Ils vont essayer de jouer en contre et en planter un ou deux, un peu comme l'an passé. Hein. Finalement, l'on s'était dépassé face à un Metz extrêmement défensif, bien en bloc. J'ose espérer que Lens a appris de son match au Moustoir perdu 2-0. Et puis voilà, Lens, je ne vais pas dire est dans une meilleure forme. Hein. Après une défaite face à Brest, ce n'est pas vraiment le cas, mais il y a quand même il y a un petit écart de niveau en principe entre les deux clubs qui se manifeste notamment par le classement. Donc, je ne vais pas dire que j'ai bon espoir, mais j'attends de voir le comportement des Lensois. Bah surtout que Metz risque d'avoir des absents lors de cette rencontre, comme vous pouvez le voir juste ici, je vais remonter un peu. Lors du dernier match, il y avait Ibrahim Agnan qui était absent suite à une douleur à la cheville. Et il y avait également Thomas Delaine, qu'on connaît bien du côté du Racing Club de Lens, qui avait eu un petit souci la semaine dernière et qui était donc pas à 100%, il n'a donc pas débuté la rencontre. Et autre absent de taille qui a fait beaucoup parler du côté du FC Metz, c'est Fabien Santonze, l'ancien Lensois, qui a fait une rechute suite à sa blessure. Et donc il ne sera pas présent face au sang et or. Apparemment il sera absent entre 6 et 8 semaines. On rappelle, hein, Fabien Santos n'a quasiment pas disputé de rencontre en 2022. Donc c'est quand même des absents importants du côté du FC Metz, Laurent. Exactement, notamment Fabien Santon, qui était un des hommes clés hein, du dispositif de Frédéric Antonetti. On le connaît bien de Valence. Il a fait un bon passage, non concluant par une montée, mais voilà, il avait laissé une bonne image. Ouais, il y aura des absents, mais c'est un effectif assez court, mais ça a pu déjà faire face à des absents pendant la CAN. Voilà, c'est un effectif qui n'est pas pléthorique comme beaucoup de clubs qui jouent le maintien, donc ce sera forcément préjudiciable. Après, j'ai envie de dire que peu importe les joueurs qui joueront, ils vont être tous motivés par l'opération maintien et souvent même entre guillemets, les seconds couteaux, en tout cas les remplaçants, les jokers, veulent profiter de ces instants-là pour se montrer. Donc,
attention. Et surtout, on peut prendre un exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont joué contre Lille, ils ont fait notamment un bon match nul face à Lille, alors avec leur qualité, hein, c'est-à-dire un bloc bas, et Lille qui ne faisait que attaquer, qui se retrouvait face à un bloc bas. On risque d'avoir le même le même style de match face aux 100 et or, et on sait que les 100 et or ont Ouais, souvent des difficultés face à des blocs bas qui résistent bien aux assauts. Donc ça risque... exactement. Mais moi, je remettrais même que j'ai vu un peu le match entre Metz et Marseille qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Mais ça avait perdu, certes, mais avait montré des velléités très intéressantes. Il leur manque en fait souvent c'est le réalisme offensif. Et dans ces cas-là, ils ne sont pas à la merci de prendre un but fatal. C'est souvent, on l'a vu ce week-end encore contre Saint-Etienne. Donc, non, il faudra faire attention. Et justement, toi qui es un peu spécialiste de la Ligue 2, est-ce que tu penses que le FC Metz est mal positionné est bien positionné pour rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine? Ton Bah, pronostic? Quel est ton pronostic? j'ai pas de pronostic, je suis très mauvais à ce jeu-là. Euh, Néanmoins, Metz n'est pas bien placé. Ce serait bête de dire l'inverse. Mais je n'ai pas envie de croire que c'est la pire équipe que j'ai pu voir. Voilà, ils sont plusieurs prétendants à ne pouvoir pas descendre. Ça va être pour moi de 3 à Bordeaux. J'estime personnellement, en tout cas, que Clermont est bien parti pour se sauver. Donc, ils vont être 5 équipes à la lutte pour le maintien. Euh, mais Metz, pour moi, ne paraît pas forcément le moins armé, en tout cas. Il faudra d'abord aussi qu'ils solutionnent cette efficacité offensive, mais sinon, non, ça va se jouer franchement, ça va se jouer à rien, cette descente. Ouais, ça risque d'être en tout cas très intéressant cette fin de saison, que ce soit dans le haut du classement. On sait que pour Lens, actuellement 10e, il n'est qu'à 4 points du 5e. Donc ça risque d'être très passionnant aussi dans le haut de tableau et également dans le bas de tableau pour savoir qui rejoindra la Ligue 2 et ma Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. On va clôturer ce petit moment sur le Metz-Lens de ce dimanche et on va revenir sur une petite statistique, un classement annexe de la Ligue 1. Et du côté débuteur-passeur, quand Lens ne marque pas, évidemment, cela n'évolue pas. Et donc, rien ne bouge du côté du RC Lens après cette 27e journée concernant les classements débuteurs et des passeurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours Seko Fofana et Arnaud Kalimundo qui sont en tête débuteurs sans erreur avec 7 buts chacun. Le milieu est 26e tandis que l'attaquant est 28e. Le trio, c'est toujours Wissam Ben Yedder 15 buts, le parisien Kylian Mbappé avec 14 buts et le rennais Gaëtan Laborde également 14 buts. Chez les passeurs, on retrouve toujours Jonathan Klaus sur le podium derrière les deux extraterrestres que sont Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un petit mot avec toi justement Laurent, un peu sur Seko Fofana qui reste quand même le meilleur buteur en compagnie d'Arnaud Kalimundo. Pour un milieu, c'est quand même assez étonnant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est assez étonnant, mais après, c'est Fofana est un milieu assez offensif qui évolue très souvent entre une position de 8, de relayeur et une position même de 10. On retrouve des fois même au niveau de Gaël Kakuta, il se projette énormément vers l'avant, énormément présent aux abords et dans la surface adverse. Fofana bénéficie d'un gros travail de l'ombre, souvent pas assez de Tchèque Doucouré qui voilà, est le véritable poumon de cette équipe, l'équilibre. Donc voilà, il faut aussi remettre dans le contexte. Si les stats de Seko Fofana sont aussi bonnes, s'il est aussi mis en lumière, c'est parce que derrière lui, il forme une paire et un duo qui est vraiment complémentaire avec Tchèque. Donc j'ai vraiment envie moi de mettre Tchèque Doucouré dans la réussite de Seko. Oui, tout à fait, c'est un duo qui est assez performant, hein. Et on peut voir aussi, je voulais aussi t'interroger sur Jonathan Klaus. Qu'est-ce que tu penses de ses performances actuelles? On sait qu'il a connu un gros passage à vide, il en a parlé dans les médias. Et il est toujours sur le podium des passeurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la saison de Ouais, Jonathan mais Klaus? là, il est en train de digérer depuis plusieurs matchs. Il a digéré ce petit passage à vide qui correspond aussi avec le passage plus dur du RC Lens. Il a été encensé, porté par le discours de ses équipiers, de son coach, c'est normal aussi, hein, des médias aux portes de l'équipe de France, pas par le sélectionneur. Ça correspond aussi avec la victoire 4-0 face à 3 en novembre. Et puis après, il s'est un peu effondré. Il avait besoin d'un second souffle. Moralement, ça allait peut-être moins. Voilà, il revient. Le fait qu'on parle moins de lui, ça lui a permis de se remettre d'aplomb. Et
aujourd'hui, ben, on le voit décisif, travailleur, offensif. Sa qualité de centre fait mouche. C'est tout bénef pour le RC Lens. Donc voilà, maintenant à lui de savourer cette deuxième partie de saison, cette fin de saison, et puis on verra. Est-ce que tu crois qu'il peut y aller titiller les deux extraterrestres qui sont devant lui au classement des passeurs? Oh, c'est du bonus. Après, on dit souvent que Jonathan Klaus, c'est le défenseur, c'est le meilleur défenseur. Ouais, c'est un piston, hein. Le Hmm. poste de piston est différent que le poste d'un latéral pur. Mais ce classement des passeurs, ça ne doit pas devenir, et je pense pas que c'est un objectif en soi. Voilà, c'est sympa d'être là-haut, de côtoyer de grands noms. Après, je pense qu'il n'a pas la prétention de se comparer ni à Messi ni à Mbappé. On verra peut-être qu'il accompagnera peut-être Kylian Mbappé lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Bah, là, j'en doute en ce moment. Voilà, Ouais. pas parce qu'il est pas bon, mais parce que son niveau est peut-être un peu moins haut, en tout cas, qu'il ne l'était cet automne où il n'avait pas été retenu. Mais je reste persuadé que ça sera dur pour lui hein, d'atteindre l'équipe de France. Mais ouais, j'aurais bien aimé le voir à l'œuvre, notamment dans le 3-5-2 dernièrement mis en place par Didier Deschamps. Mais surtout que Pavard et Dubois ont déjà quasiment leur ticket, hein, et surtout, vu les dernières Oui. déclarations de Deschamps vis-à-vis de Jonathan Klaus, cela ne donne pas de matière à être plutôt optimiste concernant un appel lors du prochain rassemblement. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Exactement. On va continuer avec une petite news, mais qui a son importance pour les supporters du Racing Club de Lens. C'est que les deux nouveaux matchs ont été ouverts au public. La billetterie de ces deux nouveaux matchs, ça concerne le match à Montpellier qui aura lieu lors de la 33e journée. Alors on n'a pas les dates exactes. Alors normalement, ce match aura lieu le mercredi 20 avril, mais on ne sait pas encore l'heure exactement. Et ensuite, il y aura Nantes, Nantes qui aura lieu lors de la 35e journée. Ce sera le week-end du 30 avril. Donc vous pouvez déjà réserver vos places, même si les horaires ne sont pas connus. Certainement qu'on va se diriger en cette fin de saison sur des nouveaux guichets fermés. À mon avis, ça va être guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. Il y a Ouais, on aura vécu une saison finalement à guichet fermé parce que, à part la jauge réduite fut un temps à 5000 personnes, les deux huis clos, ben non, ça aura joué toute la saison à guichet fermé. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Ça montre cet engouement qui est de retour depuis la remontée, manifesté par le très beau jeu pratiqué par ce lance-là qui fait plaisir. Voilà, ça montre aussi que ben, pendant 10 ans, il y a eu une disette de Ligue 1, soit des grandes affiches, même des moins bonnes. Face à Brest, c'est guichet fermé. Face à Metz 3, c'est guichet fermé. Voilà, rares sont les années où on a vu ça. Il y a un regret, et je pense que le regret est présent, c'est d'avoir un Bollard qui aujourd'hui est limité tout allez, à fait. 37 000 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de matchs. Il y avait eu 45 000 places. Lens remplissait les doigts dans le nez. Donc c'est frustrant, mais au moins ça permet d'avoir un stade plein. Et on va dire que la prochaine étape, c'est d'avoir une Marek allez, qui doublera sa capacité. Ça serait beau parce que En tout cas, c'est en discussion avec les autorités. On espère que ça aura lieu ouais, c'est très bientôt. en discussion. C'est vrai que quand on voyait la face à Brest, une Marek qui est censée être pleine et qui, de visu, est aux deux tiers plein, en fait, avec ce phénomène de masse, et ben voilà, c'est dommage. Alors que, une Marek comme face à Brest, face à Dijon il y a 2 ans, c'était quand même cool. Ah, c'était incroyable, hein. L'ambiance était juste exceptionnelle. On va passer tout de suite à un autre sujet, hein. Ici, on passe du coq à l'âne tout de suite. Et c'est le KAS Eupen, qui est un club belge. Et ils ont publié aujourd'hui comme quoi ils avaient effectué une formation de 3 jours au sein de la Gaillette. Ce sont les responsables du département des jeunes du club belge qui se sont rendus à la Gaillette pour échanger, pour voir le travail quotidien des éducateurs du Racing Club de Lens. Et on va voir qu'ils sont ressortis extrêmement réjouis de cette formation. Comme vous pouvez voir, Nicolas Colubry, alors je ne sais pas si on le voit assez haut, normalement voilà. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils font des visites, hein. Comme il le dit, ils ont été au FC Barcelone, à l'Atalanta, à Brøndby, au FC Köln, qui est cher dans mon cœur, le FC Köln, le SC Freiburg et Mainz, Mayence.
Et donc voici ce que dit Nicolas Coloubry. Le RC Lens nous a donné un très bon aperçu de son travail de formation et de sa méthodologie. Même si cela ne peut pas être transposé tel quel dans notre travail quotidien, nous avons pu découvrir de nouvelles approches intéressantes qui nous aideront à continuer à nous développer. Il dit également qu'il a assisté au match face à Brest. C'était pas forcément la meilleure publicité pour le Racing Club de Lens, même si dans le contenu c'était plutôt intéressant. Et il y a Ralph Thomasen qui dit également que alors, je retrouve, toutes les portes nous ont été ouvertes au sens propre du terme, ce qui nous a permis d'avoir un très bon aperçu du travail du centre. Je tiens à remercier encore une fois nos hôtes pour cela. C'est vrai que le travail du RC Lens au niveau de la formation est reconnu au niveau, on va dire, international, hein, parce que là c'est quand même un club belge qui est venu. Qu'est-ce que tu penses toi justement du travail de la formation lensoise avec cette Gaillette assez performante ces dernières années? Ouais, ses performances ces dernières années, on en a l'illustration dans ses équipes professionnelles, notamment par l'intermédiaire de David Pereira da Costa. Voilà, d'autres ont réussi à percer forcément, d'autres vont encore percer. Il y a pas mal de joueurs prêtés. C'est toujours très intéressant de se reposer sur la formation, encore plus pour un club comme Lens qui a connu d'importantes difficultés financières ces dernières années et qui, de toute façon, de par son ADN, de par ses valeurs, doit absolument avoir des gens du cru, des joueurs qui sont attachés, je ne vais pas dire à l'amour du maillot, ça fait un peu old de school, mais voilà, cette identité, à cette culture lensoise. Voilà, c'est toujours très intéressant. On a des formateurs qualifiés, euh, reconnus, et le centre de formation de Lens, voilà, il a des meilleurs en France, donc c'est toujours très appréciable. Maintenant, on attend toujours la prochaine pépite, les prochains joueurs à venir. Mais l'exemple, voilà, on compte beaucoup d'espoir aussi sur un Jonathan Varane, forcément de par son nom, mais aussi de par ce qu'il a montré. Voilà, il est prêté à Rodez en Ligue 2. Il fait des apparitions. On espère qu'il aura forcément plus de temps de jeu dans les années à venir du côté de Lens. Mais ça devrait être le cas, notamment si Efofana et Cheikh Doucouré, qui sont amenés à changer d'air, s'en vont, laisse de la place. Donc, Non, c'est vrai, à voir. c'est vrai que du côté de la Gaillette, on a eu deux générations dorées à différents niveaux. On a eu la Ouais. toute première avec Kondogbia, Aurier, Varane. Varane, qui ont vraiment percé à très très haut niveau. Dans un registre un peu moins important, mais tout de même, on a eu une deuxième génération avec Gebamin, Cyprien, Cyprien, Bourigeaud, Bourigeaud, Guillaume. voilà, qui ont bien continué leur carrière du côté de la France pour l'instant. Aussi Jean-Ric Bellegarde plus récemment. Donc maintenant on attend la troisième génération. On sait que Ah, l'équipe là, réserve on a des commence à voir un peu difficultés. ouais, on commence à voir la génération voilà, de la Danone National Cup en 2012-2013. Voilà, toute cette génération-là qui est arrivée à chaque fois, enfin qui est allée très très loin, donc c'est prometteur. Bah justement, on va continuer à parler des jeunes pousses de la Gaillette avec Boubacar Camara. Boubacar Camara qui est actuellement prêté par le RC Lens au Mans, qui a réalisé une très très bonne performance hier face à Concarneau. On rappelle Concarneau qui est leader de National 1. Deuxième, excusez-moi, deuxième de National 1, ils étaient premiers avant cette journée. Exactement. Et les Manceaux se sont imposés 1-0 grâce à un but d'Armand Gouambillet à la 25e minute. Et Boubacar Camara était titulaire, il possède du temps de jeu, hein, c'est l'un des grands espoirs offensifs de la Gaillette. Et donc il perce hein, du côté du Mans avec comme son coach, c'est Chris, le célèbre défenseur lyonnais il y a quelques années. Donc voilà, pour l'instant Le Mans est 7ème et revient à 4 points du podium. Donc Le Mans peut toujours espérer disputer au moins les barrages de Ligue 2. Hein. Tu dois certainement suivre ce haut du classement avec ma Ligue 2, Laurent. On suit toujours ce haut du classement, forcément. Toujours très intéressant de voir la bataille en national avec des équipes que l'on connaît forcément. Hein. Bourg-en-Bresse qui était en Ligue 2 il n'y a pas longtemps. Laval qui était en Ligue 2, qui est un club historique du championnat de France. Le Mans, Orléans est un peu plus loin. Des clubs qu'on aimerait aussi voir comme Villefranche, entraîné par Hervé Della Concarneau aussi, qu'on aimerait pourquoi pas découvrir. Donc, non, c'est toujours très intéressant cette lutte pour la montée, d'autant plus que voilà, il y a deux places offertes, certes, mais après, il y a un barrage à jouer contre le 18e de Ligue 2, et on sait que la bataille en Ligue 2 sera compliquée jusqu'au bout aussi.
Donc je remercie Mathilde qui nous dit sur Facebook, allez Lens, victoire finale, certainement je pense pour dimanche face à Metz. Donc merci Mathilde. N'hésitez pas à commenter l'émission, hein. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Twitch. Et si vous voulez voir votre commentaire épinglé, ben, il faut se connecter sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va continuer l'émission désormais en parlant de quelque chose que tu connais bien Laurent, en Oui. parlant de la Ligue 2. Hier, il y avait un match très important de la 27e journée de Ligue 2 entre le Toulouse Football Club de Philippe Montagnier et le Dunkerque de Jérémy Vachou. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce match? On rappelle que le TFC s'est imposé 2-0 Ouais. grâce à des buts de Branco van den Bomen qui est inarrêtable actuellement et de Bien. Raphaël Ratao. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Toulouse Football Club de Philippe Montagnier? On attendait vraiment un choc déséquilibrant entre le premier et le 19e. Dakar qui était 18e avant cette journée, mais est redescendu suite à la victoire de Grenoble. Après, reste Dakar qui était plutôt en forme, hein, 3 victoires sur 4 matchs. Bon, face à un Toulouse en ce moment inarrêtable. Toulouse qui a retrouvé un peu son second souffle et le second souffle que Montagny n'avait pas eu à Lens justement il y a 2 ans. Les Toulousains enchaînent et forcément l'objectif pour les Dunkerquois était de tenir le plus longtemps possible. Ils ont réussi à tenir en étant plutôt bien en place, compact, en proposant une opposition intense, physique, en n'hésitant pas à sortir. Ils ont su garder leur cage inviolée pendant plus d'une demi-heure grâce à notamment à Jérémy Vachou. Voilà, bon, j'apprécie ses qualités et l'homme. Et là, hier, il nous l'a montré. Voilà, il a fait un très bon match. Et puis, il s'est incliné comme beaucoup de clubs sur un coup franc magistral de Branco van den Boomen, 9 buts, 18 passes décisives. C'est un extraterrestre en ce moment. Il a une patte droite incroyable. Maintenant, oui, il est forcément, tout le monde annonce en Ligue 1, que ce soit avec Tout à fait. Toulouse ou avec un autre club. Il faudra simplement se poser la question et voir comment il va s'adapter aussi, hein. Le rythme n'est pas le même. Voilà. Mais en tout cas, sur la qualité de sa patte droite, sur la qualité de ses coups francs, c'est un atout indéniable que soulignait encore Philippe Montagny à l'issue de la rencontre. Et puis, en deuxième mi-temps, Dunkerque revenait bien. Franchement, on était, alors, je ne vais pas dire plus proche du 1 que du 2-0, mais les Dunkerquois montraient vraiment de belles valeurs. Et puis il y a eu ce coup du sort, cette expulsion logique, hein, plutôt de Demba Thiam. Et puis Toulouse, en supériorité numérique, sans forcer, sans briller, a réussi à doubler la mise pour une victoire tranquille 2-0. Mais voilà, il y avait peut-être de la place, peut-être pour faire mieux pour Dunkerque. Voilà, reste que ce Toulouse-là file vers la Ligue 1. Ça devrait être une équipe que Lens devrait revoir et donc Lens devrait recroiser Philippe Montagnier l'an prochain. Voilà, voilà. Et Dunkerque, j'espère vraiment que ça se maintiendra parce que voilà, sur ce qu'il montre, il le mérite amplement. Bah justement, voici le point sur le classement de la Ligue 2, hein. Le Toulouse de Philippe Montagnier et d'Issia Gassila qui est actuellement blessé. Faut pas l'oublier Ouais, également, qui fait plutôt une bonne saison du côté de Toulouse aussi, Issia Gassila. Donc ouais. possède 57 points. Ça y est, ils ont fait le trou, hein, avec le Paris FC, hein, qui est derrière avec 52 points. L'AC Ajaccio de Cyril Bayala, notre cher Cyril Bayala, qui est en troisième position avec 51 points. Et Auxerre et Sochaux, qui étaient bien il y a quelques mois et qui ont eu un petit creux, se retrouvent désormais à la quatrième et à la cinquième position. Selon toi, est-ce que le top 5 est définitif? On voit que Sochaux a déjà 6 points d'avance sur le Havre. Ouais. Ça semble quand Ouais, même bien parti pour ces 5 clubs. il est depuis quelques semaines, depuis le gros coup de mou du Havre en ce début d'année. Pour moi, le top 5 sera celui-là. Alors, bien sûr, on ne peut jurer de rien, surtout en foot, mais voilà, il y a 6 points d'avance pour Sochaux face au Havre. On est à 11 journées de la fin. On va rentrer dans le sprint final. On sait que c'est là où les équipes, notamment celle de tête, gagnent le plus. Il y a une concentration maximale. Donc, non, non, pour moi, le top 5 sera celui-là. Toulouse, pour moi, va monter. Après, la certitude, forcément, réside en qui sera deuxième, troisième, 4, 5, parce qu'on sait très bien que même si le cinquième ou le quatrième peuvent jouer les barrages, on l'a vu avec Lens, c'est quasiment impossible de monter. En étant quatrième ou cinquième, même troisième, c'est très difficile. Donc, la place de second va être très disputée jusqu'au bout. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'anciens Lensois dans le top 5. On voit Ouais. Sochaux avec Tony Mauricio, Auxerre avec Mathias Mathias Autrey Lautrette, et Alexandre Coef.
Ouais, également. Voilà, donc il n'y a que le Paris FC dans le top 5 qui n'a pas d'ancien Lensois, si je ne me trompe pas. Donc non, ça va être assez intéressant de voir qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine. Et dans le bas du classement, on retrouve aussi des Lensois avec Grenoble et Manu Pérez qui sont actuellement en position de barragiste. Dunkerque avec Jérémy Vachou qui est 19e. Hein, et Nancy avec William Bianda 20e. Ça semble quasiment fini pour Nancy, je pense. Nancy, il faut plus y croire depuis un moment. Je pense que le miracle sous Jean-Louis Garcia de l'an dernier n'aura pas lieu. Voilà, je pense que c'est sûr. Nancy va devoir se reconstruire. On peut juste un peu le dire et tirer comme bilan que le rachat fait par le rachat qui a eu lieu l'an dernier est un échec Par les dirigeants de cuisant. stand. Voilà, les dirigeants d'Ostende, Gauthier Canaille aussi, ancien du Racing Club de Lens. Voilà, c'est un échec, tout simplement. Donc, il faudra se reconstruire. Je souhaite bon courage à Nancy, qui est un club voilà, qui compte, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et une descente en national, on sait que, et financièrement et sportivement, ce n'est jamais simple de s'en relever. Bourg-en-Bresse, Laval et autres ne diront pas l'inverse. Tout à fait. Et donc on voit aussi du côté des Lensois, il y avait le SC Bastia avec Tom Ducrot qui est actuellement 15e avec 30 points, donc c'est très serré. Et Valenciennes, Et le Rodez de Jonathan Varane oui, aussi, Rodez de Jonathan Varane avec 30 qui points. glisse. Et Valenciennes de Gaëtan Robaille, il y a beaucoup d'anciens Lensois du côté de Valenciennes. Hein. Gaëtan Robaille, Baptiste Guillaume et j'en ai oublié un, Quentin Lecoeuf. Quentin Lecoeuf. Voilà, donc ça va être très serré également pour la descente en Ligue 2. En tout cas, si vous voulez avoir toutes les informations sur la Ligue 2, il y a un site de référence, c'est maligue2.fr avec Laurent Mazur qui est responsable de ce site. Un excellent site pour tous les amoureux de la Ligue 2 française. On va passer sur une dernière news avant de se quitter. C'est une news un peu plus générale. Hein. Ça concerne évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la FIFA qui a décidé de prendre une mesure importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fenêtre spéciale de transfert pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie. Pour résumer l'affaire, jusque début avril, ces joueurs vont pouvoir suspendre leur contrat avec leur club ukrainien ou russe pour pouvoir évoluer dans d'autres clubs sous une forme qui ressemble à un prêt en attendant l'évolution jusqu'à la fin de la saison et en attendant l'évolution de cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Donc voilà, c'était un peu la news. On verra si des clubs français peuvent profiter, entre parenthèses, de cette situation compliquée en Ukraine. On sait notamment qu'il y a déjà des rumeurs sur Rémi Cabella qui pourrait venir renforcer peut-être Saint-Etienne. On verra ce que cela donne dans les jours à venir. En tout cas, peut-être que des clubs de Ligue 1 en difficulté vont pouvoir se servir en Ukraine ou en Russie. C'est la question qu'on leur se pose. On verra. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de l'actualité du Racing Club de Lens et on a évidemment évoqué d'autres sujets. Et nous allons revenir un peu sur Lens Data Story, de cet excellent livre que je conseille à tout le monde. C'est aux éditions Vademecum au prix de 15 €. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Laurent? Et bien pour le moment, encore dans tous les kiosques, en tout cas dans un maximum de kiosques, tabac presse, notamment du Triangle Douai à Rasselance, sur Béthune aussi, sur la métropole lilloise, au Furet du Nord notamment, dans beaucoup de furets, hein, à la FNAC. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en grande surface aussi, notamment au Auchan, Noël Godot, donc plusieurs Auchan de la métropole de Lille. Et donc il faut le dire, c'est un livre sur les statistiques, sur l'histoire du Racing Club de Lens. Alors quand on parle de statistiques, on peut peut-être avoir peur en se disant « Oulala, ça va être barbant, etc. » Et en fait, c'est tout le contraire, ce livre. C'est vraiment incroyable, vous pouvez le voir, je vais vous le montrer un peu. Vous voyez des photos. Les statistiques sont présentées sous forme, évidemment, de tableaux. Il y a des tableaux, ouais. Mais également, voilà, des petits paragraphes toujours intéressants. Je vais en lire un au hasard ici, par exemple. 18. Eric Sicora et DJ Senac ont disputé 18 derbys du Nord. C'est plus que tout autre joueur. Toutefois, le natif de Saint-Denis affiche un temps de jeu de 1600 minutes contre 1522 au latéral droit artésien. Senac est également le sang et or ayant le plus remporté de derby, 9, à égalité avec... Ah! De quoi? Ah, tu me parlais. Non, j'ai un trou. C'est avec Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, pardon. Voilà. Oui.
Mais bah oui, on peut pas tout connaître, toutes les stats sur les doigts, même sur l'auteur. Voilà, on pose des stats et après, hein, elles s'en vont, elles reviennent. Donc oui, j'essaie de trouver une autre statistique intéressante. Enfin, ça c'est rempli de statistiques intéressantes. Je n'arrive pas à en choisir Ah, une comme là, avec particulièrement. le décès du regretté Marianne Wisniewski, voilà, exemple, ça a permis de retrouver d'autres statistiques, le lanceur ayant le plus de caps en équipe de France, le plus de buts aussi. Et on rappelle que ce livre, si on n'a pas réussi encore à vous convaincre, on vous le montre. Il y a une préface d'un célèbre joueur issu de la Gaillette, justement, on en parlait. C'est Après le Raphaël RAN, Varane. exactement. Donc voilà, qui a eu l'honneur de faire la préface de ton livre. J'ai eu l'honneur d'avoir la préface de Raphaël Varane, c'est l'inverse. Il t'a fait l'honneur, voilà, il t'a fait l'honneur. Bah, il m'a fait l'honneur voilà, d'écrire la préface, grand honneur, ça ne m'étonne pas du joueur et de l'homme qu'il est, simple, accessible. Et voilà, pour moi, c'est une fierté de l'avoir eu sur ce livre-là. Et j'espère qu'il plaira à tout le monde. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore eu, foncez l'acheter dans toutes vos bonnes librairies. Lance Data Story aux éditions Vademecum. Merci beaucoup Laurent de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci, Mickaël. C'était un plaisir pour moi. Bah, ça fut un plaisir partagé. Nous, on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle émission aux alentours de 17h, hein, comme vous en avez l'habitude désormais pour décortiquer l'actualité chaude du Racing Club de Lens. En attendant, passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Salut, au revoir.